Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Alors, je teste le micro. Je pense que j'ai l'autorisation de prendre la parole. C'est le moment. Voilà, merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux ce dimanche matin pour vivre cette nouvelle édition de la Cité de la Réussite. Alors, un événement, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la petite histoire, c'est un événement qui a été imaginé, organisé depuis 1989 à la Sorbonne et placé cette année sous le signe du temps. Et cette manifestation, en fait, a été créée par 3 étudiants de la Sorbonne et elle permet depuis toutes ces années à des centaines de jeunes étudiants de dialoguer avec des personnalités reconnues dans des domaines très variés, la culture, l'économie, l'industrie, la politique, les sciences, le droit. Et donc cette rencontre, cette année, nous rassemble autour d'un thème, l'homme, une espèce en voie de disparition. Alors un sujet qui peut peut-être interpeller certains de prime abord, mais il nous engage surtout à regarder
regarder l'état de la biodiversité et puis questionner la place des humains dans le monde du vivant. Car dans cette ère de l'Anthropocène, sur une terre en tension, eh bien oui, on peut dire que le constat est sans appel. L'homme dévore la planète et se met en danger lui-même. Alors là, je ne vais pas vous faire l'histoire de la pandémie, on l'a tous vécu, mais cette pandémie de Covid-19 nous pousse aussi encore plus à reconsidérer notre rapport au vivant non humain, dans ce monde du vivant et questionner notre place. Comment l'homme contre la nature peut passer à l'homme avec la nature? Pourquoi est-ce que nous devons repenser notre façon d'habiter le monde et de préserver la biodiversité? Cette biodiversité qui, vous le comprendrez, est véritablement notre assurance vie. Avec nous pour nourrir la réflexion et en débattre, 3 invités. Bruno David, président du Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes naturaliste, spécialiste en paléontologie et sciences de l'évolution de la biodiversité. On peut dire que vous avez, enfin, on peut dire oui, vous êtes l'initiateur des grandes tribunes du Muséum, rendez-vous phare 2 fois dans l'année, et puis producteur de l'émission Le Pourquoi du Comment Science sur France Culture. Et j'en profite pour citer votre dernier livre, coécrit avec Guillaume Lecointre. Ce livre s'intitule Le Monde Vivant. Il est paru chez Grasset. À mes côtés, Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation, réalisatrice de documentaires, lauréate du prix Albert Londres de l'audiovisuel, c'était en 1995, et c'était pour votre film intitulé Voleur d'organes. Alors depuis, vous avez commis d'autres films, des livres, et on peut citer les derniers. Le dernier livre, et donc qui est aussi un film, La Fabrique des pandémies. Et ce livre, on le trouve édité chez Pocket. Et puis avec nous également, Monica Sabolo. Et Monica Sabolo, vous n'êtes pas scientifique, spécialiste à l'image de nos 2 invités, mais vous êtes justement cette 3e invitée qui va nous permettre d'être dans la pluridisciplinarité et d'ouvrir justement tout ce champ, parce qu'aujourd'hui, le combat pour la préservation de la biodiversité, c'est véritablement un combat à la fois intergénérationnel, mais aussi interdisciplinaire. Et Monica Sabolo a été longtemps journaliste, mais dorénavant, elle se consacre uniquement à ses livres. Donc vous êtes autrice, impliquée dans la défense de la nature et du vivant, puisque vous avez participé au livre collectif qui s'intitule « À nous la terre, les écrivains s'engagent pour demain ». C'est un livre qui est paru chez Folio et dont tous les bénéfices ont été reversés au WWF. Et puis votre dernier livre, magnifique, moi j'ai plongé dedans, je ne l'ai pas lâché, s'appelle Éden. Il est paru aux éditions Gallimard. Il nous immerge dans ce rapport justement que nous avons ou que nous avons perdu avec la nature et ses esprits. Allez, sans plus attendre, on commence peut-être ces regards croisés avec vous, avec cette question tout simplement, pourquoi est-ce que nous parlons de la 6e extinction de masse et qu'est-ce qui indique que nous sommes déjà en train de la vivre? Peut-être Bruno David sur même les chiffres. Oui, de manière un petit peu froide. La Terre a déjà, puisqu'on parle de 6e extinction, c'est qu'il y en a eu 5 autres, normalement. Ça fait un peu, si on prend un repère, il y a 500 millions d'années, il y a effectivement 5 grandes crises. Il y en a une 50aine d'autres qui sont plus petites, ce qui fait qu'on a quand même un échantillonnage statistique assez intéressant des épisodes de fluctuations et de crises qui a pu traverser la biosphère au cours des temps géologiques. Alors si on regarde ce qui se passait, ce qui s'est produit dans le passé, et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on peut faire des comparaisons. On peut faire des comparaisons en termes de mécanismes, par exemple, et on s'aperçoit que toutes les crises du passé n'ont pas été des hécatombes, c'est-à-dire que l'image de la météorite qui tombe sur la tête des dinosaures, elle est sans doute assez fausse. Les dinosaures étaient en déclin depuis entre 5 et 10 millions d'années avant la chute de la météorite. Donc c'est pas ça qui a causé leur extinction, en tout cas pas directement. Et toutes les crises ont fonctionné comme des déclins d'abondance, c'est-à-dire que de génération en génération, il y avait de moins en moins d'individus. Et ça se traduit quand on regarde les bancs sédimentaires qui séparent l'ère secondaire de l'ère tertiaire. Bon, on s'aperçoit que le banc il est vide, il n'y avait déjà plus personne à ce moment-là. Et c'est pareil pour la grande crise qui sépare l'ère primaire de l'ère secondaire. Donc ce sont des déclins d'abondance, ce ne sont pas des hécatombes en masse qui auraient frappé toute la planète. Ça touche toujours plusieurs groupes à la fois et c'est assez vaste géographiquement. Et c'est relativement rapide dans le temps, c'est-à-dire qu'une crise, ça dure entre 500 000 et 1 million d'années normalement, enfin dans le temps géologique.
Alors aujourd'hui, on constate qu'on a aussi des déclins d'abondance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant d'extinctions que ça. Si on regarde le nombre d'espèces qui sont réellement éteintes, il n'y en a pas tant que ça. Alors ça, on pourrait se dire, ça peut nous rassurer. Si on regarde les déclins d'abondance, c'est plus important. On est sur à peu près 10, 15, 20% de la biosphère qui est en danger d'extinction dans les décennies qui viennent, compte tenu de ce que sont ces déclins d'abondance. Mais une grande crise, c'est 80%. Donc on pourrait se dire, bon, on est encore loin du compte, on peut continuer parce que 20%, c'est pas 80%. Mais on a le même mécanisme. Ça nous met déjà une petite puce à l'oreille. Toutes les crises du passé ont été multifactorielles. La crise d'aujourd'hui l'est aussi. Donc on se dit, tiens, pareil, c'est un petit peu bizarre. Maintenant, on est au tout début du chemin. Mais quand on regarde maintenant les vitesses, c'est-à-dire si on fait une comparaison en termes de vitesse, on a un recul sur 500 ans, en gros, sur les extinctions qui sont liées à l'espèce humaine, hein, en ordre de grandeur. Et les crises, on a une précision qui est entre 100 000 et 1 million d'années. Alors si on fait cette comparaison, on s'aperçoit qu'en termes de vitesse, on va 100 à 1000 fois plus vite que les plus grandes crises du passé. Donc on est loin du mur, mais on se rapproche très vite du mur. Et on est vraiment sur la trajectoire d'une 6e extinction. Quand on fait des comparaisons statistiques, on est vraiment sur cette trajectoire. On y est en termes de mécanisme, on y est en termes de trajectoire, on est au début de la trajectoire, mais la pente est très très forte, c'est-à-dire que la vitesse est rapide et qu'on a relativement peu de temps pour réagir. Donc ça, c'est une analyse un peu clinique que je vous livre, assez factuelle, très argumentée, très documentée. Et puis après, derrière, il faut savoir ce qu'on fait. Alors justement, vous disiez documenter, Bruno David. Comment est-ce qu'on mesure cette érosion ? Parce qu'on sait aussi qu'il y a énormément d'espèces qu'on n'a pas encore découvertes et qui restent méconnues, inconnues. Donc comment on fait ? Alors on a des indicateurs. C'est-à-dire que pendant longtemps, on regardait simplement, puis on regardait plutôt les grosses bêtes. On se disait oui, les éléphants, les rhinocéros, les ours blancs, il y en a un peu moins. On essayait d'avoir une estimation, mais c'était une estimation qui était vraiment très approximative. Maintenant, depuis plusieurs décennies, il y a des équipes du muséum notamment, je fais la promotion du muséum, il y a des équipes du muséum notamment, du CNRS et d'autres, qui suivent un certain nombre d'espèces de manière très précise et toujours avec les mêmes protocoles, exactement les mêmes protocoles depuis maintenant une quarantaine d'années. Donc on a 40 ans de recul avec la même métrique, la même façon de mesurer les choses depuis ces 40 ans. On suit des oiseaux, on suit des insectes, on suit des amphibiens, on suit des reptiles, on suit toute une série de groupes. Alors on ne suit pas les 2 millions d'espèces qui sont connues par la science ou les 15 ou 20 ou 15 millions d'espèces qui pourraient peupler la Terre. Ça serait illusoire, on n'y arriverait pas. Mais on suit un certain nombre d'espèces indicatrices et à chaque fois, ou dans beaucoup de cas, on constate ces déclins. Donc ils sont vraiment enregistrés avec les mêmes métriques. Alors il y a des choses qui vont pas trop mal. Si on prend les oiseaux, par exemple, on a un suivi des oiseaux qui est très précis parce qu'on connaît très bien les oiseaux. C'est facile à connaître. C'est plus facile de connaître des oiseaux que des bactéries, hein. Parce que ça se voit simplement mieux à notre échelle à nous, puis ça fait longtemps qu'on les suit. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par les oiseaux, donc on a beaucoup d'informations aussi grâce à ça. Ce qui fait que quand on suit ça sur 40 ans, on s'aperçoit que les oiseaux des milieux forestiers, ils sont restés à peu près stables. Il n'y a pas trop d'érosion, c'est-à-dire qu'on a les mêmes abondances. Les oiseaux des milieux urbains, on est à peu près à moins 25, moins 30% sur 40 ans. Alors il y en a toujours, hein, il y a toujours des moineaux, il y a toujours des pigeons, il y en a même qui sont plus abondants parfois que d'autres. On en voit toujours, on ne marche pas sur des cadavres non plus d'oiseaux le long des chemins ou le long des trottoirs, hein. Ce n'est pas une hécatombe, simplement ils ont un succès reproducteur qui est moins de succès à l'envol et il y en a de moins en moins. Et dans les plaines agricoles, où là c'est très documenté, on est à moins 40%. On a perdu 40%, presque la moitié des oiseaux ont disparu dans les plaines agricoles en France et en Europe en général. Et aux États-Unis, ça serait pareil. Donc on a vraiment cette documentation, on a ces indicateurs qui vont très très vite. Les pentes sont rapides parce que 40% en 40 ans, ça fait 10% par an en moins. Donc on voit très bien que si on continue comme ça, l'échéance, elle va vite arriver. Là aussi, on ne marche pas sur des cadavres par terre, hein, ce n'est pas une hécatombe. J'ai l'habitude de dire une crise ne fait pas de mort. Mais c'est quand même très inquiétant comme mécanisme. Et il faudrait quand même qu'on réagisse vraiment. Oui, et d'ailleurs, vous parliez de menaces d'extinction. Pour donner un petit peu un ordre de grandeur, on parle d'1 million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction sur 8 millions. Ça, c'était les chiffres donnés en 2019 par l'IPBES. Ouais. Oui, c'est ça. On a des chiffres de déclin sur pas mal d'espèces. Et quand on fait ces estimations, on se dit qu'il pourrait y avoir entre 500 000 et 1 million d'espèces qui s'éteignent dans les décennies qui viennent, parce qu'on a des déclins documentés.
On a des déclins documentés, et si on fait des projections, on s'aperçoit que ça pourrait arriver là. Mais il y a des déclins sur des espèces très ordinaires, hein, sur les campagnols, sur toute une série d'insectes. On a 75% de déclin d'abondance d'insectes dans les réserves naturelles en Allemagne, dans des réserves. Hein. Alors les réserves, elles ne sont pas étanches. Ça veut dire qu'il y a des produits phytosanitaires qui vont se promener et qui vont faire qu'on va avoir ces déclins d'insectes aussi dans les réserves. Et ça, malheureusement, c'est documenté de plus en plus. Alors, il y a 40 ans ou 50 ans ou 60 ans, on ne le savait pas, on ne le voyait pas, on ne le mesurait pas. Il y a 20 ans, on n'avait peut-être pas suffisamment de recul, on commençait à en avoir. Maintenant, on a vraiment le recul. Et comme je vous dis, c'est extrêmement sérieux scientifiquement, c'est-à-dire qu'on a vraiment les mêmes protocoles qui sont appliqués depuis plusieurs décennies. Donc, on a vraiment une unité de mesure qui est particulièrement robuste. Marie-Monique Robin, qu'est-ce qui explique ce déclin de la biodiversité ? Oui, justement, quand on pense aux oiseaux, ce qui est intéressant, tu viens de parler des insectes qui disparaissent. On dit que 80% des insectes ont disparu à cause des produits phytosanitaires, notamment. Alors moi, je préfère parler de pesticides parce que c'est plus clair, hein, c'est un produit qui tue. Et ce n'est pas un médicament, comme voudrait faire croire l'industrie agroalimentaire. Mais il y a aussi toutes les formes de pollution, comme les perturbateurs endocriniens. On constate dans beaucoup d'études dans le monde que des oiseaux n'arrivent plus à se reproduire, où leurs œufs sont stériles, où il y a des comportements, comme on l'a vu avec des mouettes, on les a appelées les mouettes homo, parce qu'en fait elles se retrouvaient à couver deux femelles dans un nid, etc. Donc tous ces perturbateurs endocriniens qui sont donc des molécules chimiques qu'on retrouve dans plein d'objets de la vie courante, hein, les plastiques, etc., etc. Et je trouve ça intéressant parce qu'on peut mettre ça en parallèle aussi. Moi j'ai beaucoup travaillé sur cette question avec le fait que 20% des couples en Europe n'arrivent plus à faire d'enfants, ou en tout cas sont en état d'infertilité. C'est pas forcément de la stérilité, mais de l'infertilité, c'est-à-dire c'est de plus en plus compliqué. Donc ça fait peut-être, par rapport à notre question, est-ce que l'homme oui, d'ailleurs, des scientifiques font le lien avec les perturbateurs endocriniens, et avec nos environnements polluants. Oui, en chiffres, on peut dire qu'on avale à peu près une carte de crédit par semaine sous forme de microplastique. C'est ce qu'on ingère chacun dans l'eau, dans les aliments, dans l'air qu'on respire, sous forme de nano et de microparticules. Hein, c'est microscopique, évidemment. On n'avale pas une carte de crédit d'un coup. Hein. Enfin, il y en a peut-être qui ont essayé, mais c'est assez indigeste quand même. Hein. Mais c'est pour ça frappe l'imagination. Je veux dire, c'est 5 grammes de plastique par semaine qu'on ingère tous. Alors, on l'évacue. Hein, sinon on serait bourré de plastique. Bien sûr, c'est évacué, mais il y a des perturbateurs endocriniens associés aux molécules que sont ces plastiques, et donc que nous ingérons, et qui restons, et qui font cette baisse de fertilité masculine notamment. Les perturbateurs endocriniens, c'est aussi tous les résidus qu'on a de pesticides. Il y a un concept américain que moi, quand j'avais travaillé là-dessus, quand je faisais notre poison quotidien, ils appelaient ça le chemical body burden, donc la charge chimique corporelle que nous avons tous. Et quand ils prélèvent des graisses ou du sang de citoyens américains, ils avaient identifié entre 300 et 400 résidus de produits chimiques que nous avons dans notre organisme, qui viennent de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons, etc. Et dont beaucoup sont des perturbateurs endocriniens. Alors par rapport à ta question, il faut faire très simple. Il y a une grande accélération, très clairement, pour reprendre un terme maintenant, après la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi la biodiversité s'effondre? Alors elle s'effondre notamment dans les zones tropicales, par exemple, hein, parce qu'on déforeste, pour faire du soja transgénique qui va nourrir les élevages intensifs européens de cochons, par exemple. Voilà. Moi, j'ai vraiment filmé ça. C'est des millions d'hectares, quand j'ai fait Le Monde sur le Monsanto, des millions d'hectares qu'on déforeste pour semer ensuite du soja. Et donc ça, c'est vraiment une des causes majeures. Ensuite, ça peut être pour des palmiers à huile, même chose, beaucoup de monoculture de palmiers à huile. Hein. Ça peut être pour faire de l'élevage, ça peut être pour faire les mines. Il y a beaucoup de conflits en ce moment dans toute l'Amérique latine autour de projets miniers qui sont vraiment qui détruisent la biodiversité, bien sûr, qui détruisent la biodiversité, mais aussi polluent, etc. Ça peut être pour l'urbanisation. Pour l'élevage, donc voilà. Et puis le modèle agro-industriel qui est absolument terrible pour ça, parce que évidemment ces monocultures, c'est tout le contraire de la biodiversité, évidemment. Voilà. Donc nos modes de vie, de consommation, de production, la logique de croissance, l'artificialisation des sols, etc., etc. La mondialisation, bien sûr, hein, puisque là, on a vu ce que ça a donné avec notamment la Covid-19. Monica Sabolo, dans vos romans, et moi, je pense notamment Eden, mais il y a eu d'autres récits que vous avez écrits. Il y a vraiment cette place de la biodiversité très forte hein, dans votre œuvre littéraire. Qu'est-ce qui vous a amené à partir sur ce terrain-là? Parce qu'au fond, quand je disais que ces questions,
ces réflexions, elles doivent être aussi interdisciplinaires, intergénérationnelles, mais interdisciplinaires. Vous remplissez un rôle aujourd'hui dans la façon de conscientiser, peut-être à travers vos romans. Il me semble que tous les arguments du monde et ces choses qu'on dit là et qui font naître immédiatement en moi une angoisse sourde. D'ailleurs, je tenais à vous féliciter tous d'être venus écouter un débat qui s'interroge sur la fin de l'homme. Enfin, franchement, vous êtes remarquables. Il me semble qu'il y a quelque chose qui peut nous toucher en termes de l'intime, de cœur à cœur, à travers la littérature, d'une voix qui est à travers l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu qui est majeur, c'est un enjeu de modification de conscience, mais profonde, quelque chose de presque secret, de mystérieux, une sensation d'appartenance, de nécessité, couplée avec un sentiment d'impuissance qui peut justement faire croître une sensation de désolation. Et l'art, la beauté, l'émotion, une bonne histoire, l'intime, quelque chose de profond, d'une expérience profondément humaine, et puis la beauté, la magie de l'invisible, de toucher à quelque chose qui est parfois plus grand que nous, de la transcendance, peut modifier peut-être aussi profondément nos façons d'agir. Il me semble. Alors, il faut préciser que dans votre dernier livre, Éden, vous parlez de la déforestation, donc vous la dénoncez même, puisque, voilà, je ne vais pas raconter l'histoire, mais plongez, vous verrez. Vous parlez de ces grands projets d'extraction d'énergie fossile aussi, la maltraitance à l'égard des peuples autochtones, et avec aussi cette force. Quand je vous ai lu, j'avais le sentiment aussi de plonger dans les travaux de Philippe Descola ou bien d'Édouard Cône. C'est vraiment considérer qu'il y a la force des esprits de la nature. Et c'est ce que vous faites émerger dans votre livre. Oui, et j'évoquais tout à l'heure cette nécessité de magie et de puissance de l'invisible. Parce que cette angoisse qui est sourde, elle répond à cette nécessité également d'invisible, de beauté, de cette conscience qu'on a d'une façon ou d'une autre d'appartenir à ce monde et d'appartenir à la nature. Et il me semble que quand on voit, par exemple, on a vu en 2019 les forêts australiennes brûlées, ou la destruction de la forêt amazonienne, la banquise, ce sont les choses les plus spectaculaires, les plus visibles. Quelque chose brûle en nous. Il y a un chagrin. On n'est jamais aussi conscient de notre appartenance à ce monde que dans cette notion de perte, de désolation, un espace sur lequel on ne pourrait plus rien reconstruire. Donc une menace sur l'imaginaire aussi, c'est ce que vous ressentez ? C'est une menace sur la conscience de l'ailleurs, de notre mémoire poétique, la mémoire de la forêt, par exemple, de la sensation, du vocabulaire, de tout ce qui constitue ce monde qui était contre les institutions, qui est un espace de liberté, de transformation, de découverte de soi, de confrontation, mais également de révélation, du magique, là où le Dieu se transforme en bête, le merveilleux peut advenir, là où il y a les forces obscures, mais également celles de la révélation. Tout ce qui nous constitue d'une façon ontologique est dans cette forêt. Et il me semble que sans ailleurs, sans extérieur, il n'y a pas d'intérieur où habiter. On a besoin de cette altérité, on a besoin de la lisière, non seulement comme une limite, de renouer avec l'idée de limite qui nous contienne. Je pense que c'est profondément rassurant, la limite. Cette impression que l'on a que le monde doit s'étendre de façon illimitée dans un monde de ressources qui ne sont absolument pas infinies, crée une angoisse profonde et diffuse. Donc la limite, le franchissement de la frontière de l'ailleurs, au contraire, je trouve, donne de l'espoir, donne de l'ampleur, nous ancre. Oui. Alors justement, on tourne autour de cette déforestation, mais cette déforestation, elle est centrale, Bruno David et Marie-Monique Robin, parce que il y a, et notamment on le voit dans votre film, Marie-Monique, 3 cartes qui se superposent. Déforestation, extinction d'espèces, épidémie. Donc tout cela pour donner à comprendre en quoi est-ce que les humains sont devenus des victimes directes de la perte de biodiversité. Alors, qui veut répondre ? Alors, je voulais ajouter quelque chose, parce que quand j'écrivais mon livre, j'ai lu des études très intéressantes faites en Australie. Vous parliez des méga fires, les grands incendies terribles qui ont détruit, je ne sais même plus la superficie, c'est absolument énorme, donc énorme.
Et ils ont montré qu'en fait, après, il y avait un taux de suicide très élevé des survivants. Ou de dépression très forte, par le fait d'avoir perdu la forêt. C'est-à-dire, voilà, ils avaient survécu, parce qu'il y avait aussi des morts, évidemment, mais, et c'était absolument terrible de survivre à cette forêt, parfois des forêts très anciennes, avec beaucoup d'espèces d'ailleurs qui ont été aussi menacées, enfin des animaux. Donc voilà, ça c'est important, le rapport par rapport à ce que vous disiez. Ça fait mal, et ça peut faire très 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 mal quand la forêt est complètement détruite. Donc Bruno David, donc cette destruction, au-delà de la douleur intime de cœur charnel, c'est aussi un risque pour nous-mêmes, c'est-à-dire que ça peut nous détruire concrètement. Oui, alors je suis très sensible à l'argument de la beauté, de l'émotion. C'est ce qu'on essaye de développer au muséum. Je me souviens quand on a fait l'exposition sur l'océan, j'avais donné comme consigne, je ne veux pas que ça soit une exposition anxiogène. Je voudrais séduire par la beauté de l'océan, et que le visiteur, quand il sort de l'exposition, soit plus sensible, finalement plus réceptif aux questions relatives à l'océan que quand il y est entré. Et la beauté est une arme formidable, parce que derrière ça, c'est nous, c'est notre esprit humain, et on a besoin de ça aussi, et c'est essentiel. Alors, on a aussi besoin des fois de la froideur des chiffres pour faire des diagnostics, mais il ne faut pas oublier le reste non plus. Du coup, j'ai oublié la question, d'ailleurs, en oubliant le reste. C'était pour basculer sur le thème du déclin. Ce déclin, finalement, il met l'homme en danger. Donc, c'est vraiment avec la déforestation qui entraîne des extinctions d'espèces et qui entraîne finalement ces épidémies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la mécanique, en fait, de ce danger direct pour l'homme ? Alors revenons à des constats un peu froids. Si on parle de pandémie, et si on parle en quoi on a besoin de la biodiversité, au-delà de la beauté que ça représente, et puis de la valeur éthique que ça représente, de quel droit, au nom de quelle éthique, est-ce qu'on aurait le droit de faire disparaître les ours blancs de la planète, même si ce n'est pas une espèce qui joue un rôle absolument majeur à l'échelle planétaire. Bon, il faut quand même aussi se poser la question. Oui, donc qu'est-ce qui se passe ? D'abord, on est une espèce parmi d'autres. Il faut accepter notre identité biologique aussi, avec une certaine physiologie, certaines limites. On a l'impression qu'on est protégé parce qu'il y a des pharmacies, puis qu'on peut aller s'acheter de l'aspirine, mais on est quand même un animal avec une fenêtre physiologique assez étroite. Et on est en totale dépendance avec le reste du vivant, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On est dépendant dans le domaine de notre physiologie, de notre fonctionnement biologique, puis on est très intriqué aussi dans le domaine culturel, intellectuel, émotionnel, enfin on est en lien perpétuel. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a des pathogènes qui se promènent, mais Marie-Dominique pourra en parler bien mieux que moi. Il y a des pathogènes qui se promènent et qui vont s'intéresser à différentes espèces. Et de temps en temps, il y en a un qui va passer d'une espèce à l'autre. Que ce soit un virus, une bactérie, même un parasite, il va se promener d'une espèce à l'autre et il va aller infecter l'espèce voisine. C'est ce qu'on appelle, vu de notre fenêtre, des zoonoses, c'est-à-dire sont des maladies qui viennent du monde animal. Ça a commencé en gros au néolithique, il y a 10 000 ans, avec la domestication des animaux. Il y a eu une promiscuité avec les animaux, ce qui fait qu'on a récupéré la rougeole, la variole, enfin, on a récupéré quelques maladies comme ça qui venaient de notre cheptel domestique. Et des deux côtés, ça peut aussi passer dans l'autre sens. Enfin, ça passe d'une espèce à l'autre. Et plus les espèces nous sont proches dans l'arbre du vivant, plus ça a des chances de nous arriver. Il y a peu de chances qu'on récupère le chancre coloré du platane comme pathogène chez nous. Par contre, un pathogène d'un carnivore, d'un herbivore, c'est un petit peu plus lointain, ou d'un chat, d'un chien, d'une chauve-souris, tout ça, c'est assez facile. La chauve-souris, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Donc il y a une promiscuité qui peut s'installer et qui va faire que la transmission va se faire. Alors si on va chez les espèces sauvages, on va créer cette promiscuité. Si on détruit leur environnement, on va créer de la promiscuité parce que ce sont elles qui vont venir chez nous. Et donc on crée ce contact avec elles. Alors une tentation technique, ça pourrait dire, écoutez, on va tuer toutes les bêtes sauvages et puis comme ça on va être tranquille. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Hélas, ça ne marche pas comme ça. Parce que ça serait comme se coller une grosse cible dans le dos et dire venez chez nous, c'est intéressant. C'est comme si le pathogène réfléchissait, le virus réfléchit, il se dit tiens, oh là là, ils sont nombreux là. Ouh, c'est intéressant. Et donc s'il n'y a plus les autres espèces sauvages, s'il n'y a pas les autres espèces pour diluer un petit peu les effets du pathogène, qui va aller un petit peu sur toutes les espèces, il va s'intéresser à l'espèce dominante. Et ça, c'est un mécanisme qu'on connaît bien dans le fonctionnement du vivant, et dans le fonctionnement des maladies dans le monde vivant, que ce soit chez les animaux ou chez les hommes, et l'homme étant un animal d'ailleurs. Donc c'est un mécanisme qu'on connaît bien. Donc si on avait cette tentation, on se collerait une cible dans le dos, et ipso facto, on deviendrait la cible du pathogène. Donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Plus on protégera le vivant, plus il y aura une diversité qui sera maintenue dans le vivant, mieux ça sera pour nous, à long terme. Donc, ayons ça en conscience, évitons également la promiscuité. Il faut qu'on apprenne à coexister, ce qui ne veut pas dire cohabiter. On est bien là pour coexister avec le reste du vivant sans nécessairement cohabiter avec lui. Donc il faut le respecter pour éviter de se coller ce problème sur le dos. Simplement, il suffit de réfléchir un petit peu et on voit bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Et Marie-Monique l'a largement montré dans son livre et dans son film La fabrique des pandémies. Marie-Monique Robin, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Parce que c'est vrai que là, on prend conscience du fait que plus il y a de pathogènes, mieux on se porte. Oui. En même temps, voilà, il y a des mécanismes que vous expliquez très bien. Et il faut, et peut-être aussi nous dire comment, dans ce cas-là, préserver cette biodiversité et donc préserver tous ces pathogènes dont on a besoin. Oui, parce que c'est tout le vivant, mais pour dire plus il y a de pathogènes, mais tout le vivant, quoi. Mais oui, c'est vrai, les pathogènes. C'est contre-intuitif, tu as tout à fait raison, parce que tu te dis, bon, par exemple, les forêts tropicales, hein, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup d'arbres, donc il y a beaucoup de micro-organismes, normal, ça fait partie de la biodiversité. Donc tu te dis, ok, on va raser toutes les forêts tropicales, les réservoirs, on les connaît, c'est surtout les chauves-souris, enfin d'abord les rongeurs, ensuite les primates, les chauves-souris, allez, flinguons-les tous, là. Eh ben non. En fait, ça ne marche pas comme ça. Alors, ce qu'ont démontré des scientifiques, et moi j'ai trouvé ça passionnant, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution, en fait, hein, qui montre que plus on a une grande diversité dans un écosystème, plus on maintient à bas bruit tous ces agents pathogènes potentiellement dangereux pour les humains. Et l'exemple qui a été utilisé comme modèle, c'est la maladie de Lyme. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Ou tu veux en quelques mots, peut-être, rapidement. Donc, ils ont travaillé depuis 30 ans, ce sont 2 scientifiques américains, dans l'État de New York sur la maladie de Lyme, donc vous connaissez, hein, donc transmise par une bactérie, enfin par une tique qui peut être infectée par une bactérie. Je dis bien qui peut être, parce que les tiques naissent non infectées. Les tiques, elles s'infectent. Et elles s'infectent en se nourrissant sur un petit rongeur qui porte la bactérie. Et il y en a un seul dans les forêts américaines. C'est la souris à pattes blanches, qui est très jolie d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc voilà, il y a qu'elle. Elle est un porteur sain, c'est ce qu'on appelle un réservoir. Donc vous comprenez bien que la tique, si vous voulez réduire la probabilité qu'elle s'infecte, et donc ensuite elle vous infecte, il faut qu'il y ait plein de bestioles dans cette forêt. Vous voyez, pas que des souris à pattes blanches. Il faut qu'il y ait des tamias, des écureuils, des cerfs, des renards, des lynx. Et quand vous fragmentez une forêt, c'est ça qu'ils ont montré, eh bien, vous faites disparaître justement les renards parce qu'ils n'ont plus assez d'espace pour vivre, donc ils contrôlent moins les populations de rongeurs, n'est-ce pas? Et vous faites disparaître aussi des autres animaux qui sont liés à des niches écologiques. Et la souris à pattes blanches prolifère, et les tiques infectées prolifèrent. Et en un mot, quand vous avez fragmenté une forêt, vous multipliez par 5 le risque d'attraper la maladie de Lyme. Donc vous voyez, la diversité dilue le risque. Et ça, il faut qu'on ait bien ça présent en l'esprit pour se dire que c'est non seulement notre maison commune, cette biodiversité, nous dépendons d'elle pour vivre, pour plein de raisons, mais elle joue aussi un rôle beaucoup moins connu, un service écosystémique, on peut dire, de régulation des maladies, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire elle régule la probabilité du risque infectieux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, ce qu'on peut faire, déjà, alors il y a plusieurs leviers là dans ta question. Hein. D'abord, il y a la question individuelle, qui est importante parce que moi, je dis souvent, c'est important de se dire qu'est-ce que je peux faire personnellement, parce qu'on est tellement mal à l'aise dans ce monde actuel que le fait de rentrer dans ce genre de démarche et d'initiative, c'est bon pour le moral en fait. Et ça, j'ai constaté ça tout le temps, et c'est déjà une bonne raison de le faire parce qu'il y a plein de raisons d'être quand même un peu déprimé, quoi. Alors, manger moins de viande, évidemment, parce que et si on en mange, c'est de la viande bio et locale. Pourquoi je dis bio? Parce que ça veut dire qu'elle n'est pas nourrie avec du soja qui vient d'Amérique latine. C'est très clair. Donc, c'est bio et c'est local, et on en mange très peu, de moins en moins. Hein. Oui, sinon, si on en mange beaucoup, c'est la déforestation importée. Quoi, voilà, c'est ce qu'on appelle la déforestation importée, qui est un concept d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment, on peut tous se demander ce que je consomme et je mange ou je consomme, est-ce que ça a un lien avec la déforestation, notamment dans les zones tropicales, oui ou non? Je rappelle que par exemple en France, 47% du blé et 33% du maïs cultivé sont destinés à l'alimentation animale. D'accord ? Et ça, c'est un énorme problème. Je ne parle même pas du problème des biocarburants en plus. On va en plus continuer des monocultures pour mettre dans les méthaniseurs. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut tous faire. Mais après, évidemment, il y a toute une série de mesures qui devraient être prises de manière systémique, et peut-être c'est là. Et là, c'est le politique. C'est-à-dire, par exemple, arrêter d'importer de l'huile de palme d'Indonésie pour mettre dans la raffinerie Total dans les Bouches-du-Rhône, à Med, pour être très précise, qui finit dans
dans les moteurs des camions notamment. Eh bien, parce que donc il faut qu'à un moment on développe, et c'est ce que disent les scientifiques dans mon film et dans mon livre, il faut développer une vision holistique, vous voyez, globale, où on reconnecte tout, et donc ça veut dire revoir fondamentalement comment on fait de la politique, hein, parce que pour l'instant, dans un système fondé sur la croissance illimitée du produit intérieur brut, vous voyez, j'étais en Bretagne il y a 2 jours, eh bien, finalement, les algues vertes produites par les nitrates que font les cochons intensifs, c'est bon pour l'économie parce que c'est des millions qu'on dépense et il y a des gens qui sont payés pour ça, pour enlever les algues. C'est-à-dire que, vous voyez, à un moment, il faut arriver à se dire non. Vous voyez, revoir le produit intérieur brut comme seul étalon de l'économie, parce qu'évidemment, dans cet étalon-là, eh bien, les actions qui sont néfastes pour l'environnement, elles génèrent quand même de l'argent, et c'est donc bon pour l'économie. Vous voyez, donc on a un vrai problème avec ce modèle-là, et ça suppose donc de repenser tout ça. Bruno David, vous voulez ajouter rapidement, parce que je voudrais aussi donner la parole à Monica Oui, Sabolo. bien sûr. Non, mais très rapidement, il y a eu une étude qui a été faite en 2012 dans différents États des États-Unis. Donc, ils avaient pris une 40aine d'États sur les 50, et ils ont fait une relation entre le produit intérieur brut et les pressions sur la biodiversité mesurées à travers le déclin d'un certain nombre d'espèces. Et il y a une corrélation absolument superbe, une corrélation positive. C'est-à-dire qu'en fait, plus on détruit des espèces, mieux se porte le produit intérieur brut. Et ça, c'est une étude très robuste qui a été faite en 2012 dans un environnement hétérogène, homogène, je veux dire, qui sont finalement les États-Unis, hein, même si on voit bien qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux, les États, surtout en ce moment. Mais blague à part ou anecdote à part, ça montre bien que plus il y a de pression sur l'environnement, plus on exerce de pression sur l'environnement, plus on l'exploite, mieux se porte le PIB. Donc on a besoin d'un PIB vert, on a besoin d'un PIB qui intègre ces pressions sur l'environnement et qui viennent soustraire au PIB économique habituel ces pressions, de manière à avoir une mesure plus honnête finalement de la manière dont on se comporte sur un territoire donné. Concrètement, juste pour... C'est les externalités en fait qu'il faut internaliser, c'est-à-dire voilà, les externalités, c'est-à-dire les coûts environnementaux et sanitaires, parce que ça a un coût sanitaire énorme, tout ça évidemment. Hein. Je rappelle qu'il y a 9 millions de personnes, par exemple, sur la planète qui meurent uniquement de manière prématurée à cause de la pollution de l'air. Je donne un exemple, mais c'est bon pour le business des médicaments, enfin, etc., etc. Donc il faut internaliser ces externalités et revoir. Il faut remplacer le PIB par ou en tout cas le compléter par d'autres indicateurs, parce que voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus en ce moment. Oui, il y a beaucoup de réflexions. Il faudrait le modifier. Il faudrait avoir également quelque chose de négatif dans le calcul du PIB qui corresponde aux pressions qu'on exerce sur l'environnement, ce qui est un PIB plus honnête, hein, parce que sinon, plus on détruit, mieux c'est pour le PIB. Si je casse ma maison et que je la reconstruis, je crée de l'activité économique. Donc c'est bien, finalement. Donc vous voyez, on peut raisonner par l'absurde aussi, et puis arriver à ce genre de remarques et de conclusions. C'est l'occasion de préciser que justement l'agent responsable de cette perte de biodiversité, ce n'est pas une espèce humaine indifférenciée, mais c'est bien une dynamique capitaliste de certains pays, de certaines catégories sociales qui sont en grande partie responsables justement du désastre en cours. Concrètement, si on ne fait rien, la pandémie que l'on vient de connaître, ce n'est pas grand-chose ? On en aura d'autres. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Et notamment, on pense à la variole du singe. Non, mais là, c'est autre chose. Il y a des journalistes qui s'emparent de trucs. C'est un peu autre chose, mais non, mais peu importe. Mais on a déjà eu des pandémies dans les 20 dernières années. Hein. Il y a eu pas des pandémies, il y a eu des épidémies, il y a eu des démarrages de maladies qui nous venaient des animaux. Et c'est une forme de chance, en tout cas, chance collective. Elles étaient très virulentes, avec un taux de létalité, un taux de mortalité qui était très très important. À partir du moment où on a un pathogène qui va tuer très rapidement son hôte, la transmission elle est ralentie. Donc c'est pas devenu une pandémie, parce qu'on savait aussi ce qui se passait, ces gens ont été isolés, enfin on les a mis dans les hôpitaux. Alors il y en a beaucoup qui sont morts, hein. C'est des taux de létalité qui sont au-dessus de 50% ou autour de 50%. Donc ça veut dire que vous avez une chance sur 2 de mourir, hein, si vous attrapez la bestiole. Hein. Donc c'est pas drôle du tout, mais par contre ça freine la transmission. Donc ça ne se transforme pas tout de suite en pandémie. Alors, il y a des taux de mortalité comme ça très importants, comme la bactérie de la peste. Hein, comme c'est une bactérie, maintenant on a des antibiotiques qu'on arrive à contrôler, mais au Moyen-Âge, ils ne contrôlaient pas, et on voit bien que ça a tué la moitié de la population européenne pendant le Moyen-Âge. Hein, et une épidémie, celle de 1350, en gros, dans les années 1350, j'ai des chiffres sur un petit village de Bourgogne qui s'appelle Givry, et pendant un seul été, je crois qu'on est en 1343 ou
Oui, je n'ai plus la date, ça se termine par 3, 43 ou 53, peu importe. Il y a eu un peu plus de la moitié de la population qui est morte en 2 mois. Vous imaginez l'ambiance, hein? Ça calme. Hein. Alors ils pensaient que c'était un châtiment divin. Mais quand même, hein, ça devait être assez terrible. Donc on voit bien que ça peut être très létal. S'il n'y a pas de contrôle à ce moment-là, ça va très vite. Heureusement, nous, on a quand même des thérapeutiques relativement efficaces, mais il ne faut pas trop rêver non plus. Imaginez, alors j'osais, c'est un exemple que je donnais dans certaines conférences, maintenant j'ose plus le donner. Imaginez une seconde qu'on ait l'équivalent du sida qui se propage comme la grippe. Oui, par voie aérienne. Par voie aérienne. Donc avec le même mode de transmission, ça ferait quand même des dégâts absolument monumentaux. Hein. Bon, là on est en toute à l'angoisse et éco-anxiété, hein, ça y est, c'est gagné. Donc on va se tourner vers Monica Sabolo pour avoir un petit peu plus de... non, je voudrais aussi préciser par rapport à... Et ce sera le mot de la fin de cette première partie. On passera sur le panel de nos étudiants qui ont préparé des questions. Et ensuite, vous aurez la possibilité dans la salle, bien sûr, de poser les questions. Je voudrais, confidence pour confidence, justement, vous confier que Monica Sabolo a, dans son enfance, et puis encore longtemps, fait de la plongée sous-marine. Et donc tout à l'heure, Bruno David parlait de l'océan et de la beauté de l'océan. Monica Sabolo est vraiment complètement en phase et en symbiose avec cette beauté de l'océan. Et peut-être que vous pouvez nous dire, par exemple, pour lutter contre l'angoisse, l'éco-anxiété, est-ce que vous, en tant qu'autrice, romancière, est-ce que vous avez des astuces ou des conseils ou peut-être une technique, une façon aussi de préserver la biodiversité autour de vous? Je sais pas. J'étais très sensible à ce que disait Marie-Monique Robin tout à l'heure au sujet de faire quelque chose. Être dans l'action, je pense que c'est bon pour le moral. Se battre, croire, et même si l'espoir est faible, c'est presque, je sais pas, c'est presque une attitude au monde. Je pense que cela aide énormément. Et puis, l'impression d'appartenir à un collectif. Il y a vraiment une nécessité de remettre du lien, parce qu'on l'a vu avec la pandémie, avec le Covid, les problématiques sont mondiales. Je crois qu'on l'a vraiment éprouvé chacun de façon spectaculaire, comme peut-être jamais d'une façon historique. Et l'idée d'aller dans une même direction, c'est encourageant, même des petits gestes, même déjà la nature. Moi, la nature m'a sauvée quand j'étais petite. J'étais une enfant très fantomatique, très désincarnée. Quelque chose de l'ordre de la puissance du sauvage aussi qu'on a tous en nous. Je parlais tout à l'heure de la désolation, de la perte, mais il y a également la force, la puissance, l'élan de vitalité que l'on retrouve au contact de la nature immédiatement. Il y a la beauté, mais quelque chose de plus secret encore, qui vraiment une appartenance. Il me semble que nous sommes tellement habitués à notre toute-puissance que nous ne réalisons plus que nous appartenons à la nature, nous lui appartenons comme elle nous appartient. Il n'y a pas de cette vision verticale de l'homme en tant que possesseur et de la nature est complètement archaïque. Il y a vraiment une notion de domination. C'est ce dont je parle dans Éden. C'est une domination qui s'exerce à la fois sur la nature, à la fois sur les populations autochtones, à la fois sur les femmes. Il y a toute une réflexion. Il se passe quelque chose d'extrêmement fort d'ailleurs aujourd'hui. À cet égard-là, il y a de l'espoir aussi. Parce que la jeunesse est plus sensible que jamais, elle est pleine d'une vitalité et d'une prise de conscience qui, je trouve, nous apporte de la joie. Alors, on va passer la parole à la jeunesse, si vous voulez bien. Dialogue avec le panel d'étudiants qui a préparé justement des questions. Je propose allez-y, qui veut commencer peut-être à poser des questions à nos invités? Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je suis Thomas Balestan, je suis étudiant en dernière année d'ingénierie à ISEA-Schmeca à Paris. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant tout ce que vous racontez, surtout dans ces temps un peu troubles, on va dire. Et désolé, on va peut-être revenir sur une question un peu moins joyeuse, si on a fini sur une note plus glorieuse. Pardon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Certaines théories racontent que le processus d'extinction serait inévitable et naturel, surtout pour des espèces comme l'homme. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces théories? Et par-delà ça, est-ce que vous pensez que l'homme est voué à disparaître? Bon, je pense que c'est une question un petit peu pour moi. Oui,
depuis que la vie existe sur Terre, ça fait 3800 millions d'années, donc c'est un temps absolument infini. Il y a des espèces qui ont émergé, il y a des espèces qui ont disparu. Et toutes les espèces ont disparu. Alors des fois, on nous parle de fossiles vivants. Vous avez peut-être tous entendu parler au moins de ce terme-là, mais c'est un terme qui est totalement abusif. Alors on nous donne des exemples, on nous dit, bon, le sélacanthe, vous voyez, ce gros poisson qu'on a trouvé dans les profondeurs marines aux Comores au début, puis qu'on a retrouvé dans les Philippines plus récemment, on nous dit c'est un fossile vivant parce qu'on a des sélacanthes au Jurassique il y a 140 millions d'années, mais sauf que ce ne sont pas les mêmes espèces. Et que le sélacanthe d'aujourd'hui, il a au grand maximum 3, 4 ou 5 millions d'années. C'est la même chose avec le ginkgo. Cet arbre magnifique, on dit c'est un fossile vivant parce qu'il y avait des ginkgos au Jurassique. Sauf que ce ne sont pas les mêmes. Le ginkgo d'aujourd'hui, il a moins de 6 millions d'années, donc il est relativement récent. Donc toutes les espèces naissent, vivent et meurent et disparaissent, soit en laissant des descendants, soit en laissant pas de descendants. L'homme étant une espèce, comme les autres, on est né il y a 300 000 ans, à peu près, on vit et on va disparaître un jour. Est-ce qu'il y aura une espèce descendante d'Homo sapiens d'aujourd'hui ou pas? C'est tout le sujet. Mais alors les espèces en moyenne, pour se remonter le moral quand même un peu, en moyenne, c'est vraiment une grosse moyenne, c'est vraiment à la fourche. C'est 1 million d'années par espèce. Une espèce, ça vit à peu près 1 million d'années. Il y en a qui durent plus longtemps, il y en a qui durent moins longtemps. Nous, on a 300 000 ans. C'est bon, on est jeunes. On n'a fait qu'un tiers, en moyenne. En moyenne. Donc peut-être qu'on disparaîtrait avant. Et peut-être qu'on peut être la cause de notre propre disparition. Mais biologiquement parlant, c'est normal. Et ça va forcément arriver un jour. Tout le sujet, c'est est-ce qu'il y aura un Homo sapiens bis ou est-ce que la lignée Homo sapiens va s'arrêter là? Vous êtes satisfait de la réponse? Pas de réaction dans la salle? Vous ne voulez pas ajouter quelque chose? À l'issue de chacune des questions posées par les étudiants, si quelqu'un veut rebondir sur une réponse, bien sûr, vous pouvez vous lever la main, c'est sans problème. Alors, deuxième question. Alors, deuxième question. Donc, je suis Damien Nicolas, je suis étudiant à la Sorbonne en philosophie. Alors, la question que j'ai pour le panel, c'est à partir de quel moment pourrait-on dire que l'homme est en voie de disparition? C'est-à-dire, est-ce que cela correspond-il à l'effondrement de nos sociétés ou véritablement à l'extinction de l'espèce en tant qu'individu propre? Est-ce qu'il s'agit plutôt, on parle de l'anthropos en tant que société ou vraiment qu'espèce, comme on l'avait dit au niveau de la biologie, qui est déjà une donnée, que l'avait dit, qui c'est une certitude, mais... Donc à quel moment on peut dire qu'on est en voie de disparition? Alors, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, moi, qui avait été écrit par une zoologue américaine qui est décédée récemment, que j'ai interviewée, d'ailleurs, Theo Colborn, alors, le titre en français de son livre, c'était « L'homme menacé d'extinction », pour l'interrogation. Alors, elle travaillait précisément, je reviens, sur les perturbateurs endocriniens, qui sont quand même, en termes de fertilité de la race humaine, quelque chose de très très grave. Je rappelle que les études montrent que les hommes ont perdu 50% de leurs spermatozoïdes en 60 ans, et ceux qui restent sont de mauvaise qualité. Donc, si ça continue, la reproduction humaine va être de plus en plus compliquée si on laisse ces produits dans l'environnement. Et là-dessus, les études sont très détaillées et très pointues. Et ça, c'est une chose dans laquelle on n'aurait jamais pensé, parce que ce que tu viens de décrire, d'accord, on en a pour encore 700 000 ans, sauf si, peut-être, voilà. Sauf si on n'arrive plus à se reproduire autrement que par fécondation in vitro, parce que 50% en 50 ans, vous vous rendez compte, si ça continue comme ça, c'est absolument terrible, quoi. Donc ça, c'est des choses nouvelles que nous faisons, nous, les humains. Mais le premier impact sera quand même des impacts sur la société. Parce que si on déstabilise beaucoup les écosystèmes, parce que c'est ça quand même le monde qui nous entoure, nos sociétés sont construites sur une planète qui est très très stable. Nous, ça ne nous paraît pas stable parce qu'il y a des jours où il fait beau, des jours où il fait mauvais. Mais en fait, la planète, elle est très stable depuis qu'on est sorti du dernier glaciaire. Il y a eu des petites oscillations, mais en gros, on est très stable. Et là, on est en train de tripoter tous les boutons, tous les thermostats, et on est en train de tout changer. Et nos sociétés vont être les premières impactées. Donc il y aura des déstabilisations des sociétés. Ça peut entraîner des conflits intra-pays, inter-pays, ça peut générer des tas de perturbations qui peuvent accélérer les choses. Puis après, il y a la partie biologique de qui nous sommes et comment nous sommes. Tant qu'il restera, entre 1000 et 5000 êtres humains sur la planète, c'est bon, on pourra s'en tirer. Ça peut rebondir. Alors, donc les perturbateurs endocriniens, donc tant qu'il y en aura encore quelques-uns, ça sera bon. C'est un peu comme les tigres. Je veux dire, on peut dire, il reste 1000 tigres ou 3000 tigres, on peut dire, c'est encore bon pour les tigres, on peut sauver l'espèce. Mais c'est un peu ça. Donc on est 8 milliards, mais si on passe de 8 milliards à 8000, pour prendre le même rapport, ça va faire mal quand même. D'accord ?
Alors après, ça peut être 0, c'est-à-dire que si on descend en dessous d'un certain seuil, ça peut amener une nouvelle espèce. Je fais une toute petite parenthèse, c'est-à-dire que moins on sera nombreux, moins on embarquera une grande part du patrimoine génétique de l'espèce Homo sapiens, et plus une dérive génétique pourra s'installer et sélectionner finalement une espèce qui sera différente. Mais là, il y aura une espèce avec un avenir, qui sera repartie des 8000 qui seront restés. Bon, on est combien là? 80 à peu près, non? Bon. C'est nous qui restons déjà. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser à ça quand même, en me disant où est-ce qu'on se met pour rester. Plus que 7920 à trouver. Mais vous voyez, nous, on n'embarque qu'une petite partie du patrimoine génétique de la diversité humaine. Hein. Donc, si on était les seuls survivants, il pourrait y avoir une dérive génétique assez rapide qui fasse que dans 20, 30 ou 50 générations, nos descendants soient assez différents de l'Homo sapiens moyen d'aujourd'hui. Troisième question. Bonjour, je m'appelle Yaroslava, je suis étudiante en relations internationales. Je me permets de rebondir sur la question des pandémies. Vous avez dit qu'on a eu de la chance que des épidémies soient apparues dans des régions plus reculées où il y a moins de mouvements. Ma question, ce serait si un virus particulièrement virulent, comme par exemple l'Ebola, venait à apparaître chez nous, où les mouvements sont beaucoup plus accélérés, à quel scénario aurait-on le droit? Alors, oui, alors la question d'Ebola, parce que je m'y suis intéressée dans le film et le livre, je suis allée au Gabon, il y a un laboratoire P4 notamment à Franceville qui travaille sur ces questions. La question, c'est son mode de transmission. Ils le suivent de très près, parce qu'on connaît à peu près l'histoire d'Ebola, hein. Très probablement une chauve-souris qui est le réservoir, transmission par les primates, les singes, consommés par les êtres humains, donc la viande de brousse, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, il ne se transmet, ce virus très virulent, il y a 6 souches, mais ça peut tuer jusqu'à 90% des gens contaminés. Alors là, vraiment, c'est terrible. Ne se transmet pour l'instant que par les fluides des malades. C'est-à-dire, vous voyez, quand quelqu'un est infecté, ça peut être par la sueur, vous voyez, tous les fluides, hein, donc je ne rentre pas dans les détails, et même par le sperme d'ailleurs, parce qu'il y a des études qui le montrent. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'il va pouvoir muter, se transformer pour être transmissible par voie aérienne. Et c'est ce qui est d'ailleurs abordé par le virologue que j'interviewe quand je suis allée au Gabon. Il dit ça très difficile, mais ce n'est pas non plus exclu. On ne peut rien exclure dans le vivant. Et le jour où cette transmission est possible, alors là, non. Là, comme le dit le virologue que j'ai interviewé, il dit c'est un désastre. C'est même plus. Voilà. Donc, il y a les modes de transmission, comme l'a dit Bruno, sont aussi très importants, parce que quand ça se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire quand on éternue, enfin tout ce qu'on a vu avec le coronavirus, ou la grippe par exemple, c'est un autre exemple, évidemment c'est beaucoup plus contagieux. Mais alors pour l'instant, il le surveille parce qu'il voudrait être sûr que, enfin en tout cas de surveiller pour être sûr qu'il ne devienne pas transmissible par voie aérienne. Vous parlez des personnes que vous avez interviewées, Marie-Monique Robin, justement. Est-ce que vous avez eu le sentiment, parce qu'ils vous ont tous, ou la plupart, dit oui, et on a le sentiment qu'ils sont dans une urgence de parole et d'information, de donner à entendre, à comprendre, à conscientiser. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti avec eux? Ah oui, tout à fait. Alors, quand j'ai fait le livre, j'ai d'abord fait le livre et ensuite le film, en changeant mes habitudes, parce que d'habitude je fais les deux ensemble. Et c'était pendant le premier confinement. J'ai interviewé une centaine de scientifiques, j'en ai gardé 62 dans le livre et une quinzaine dans le film. Tous étaient déprimés, ils m'ont d'ailleurs autorisé à le dire. Déprimés parce qu'ils disaient les causes sont identifiées, mais c'est des centaines d'études. Je veux dire, c'est comme pour le climat, il y a un moment, on n'a plus besoin d'études, quoi. Enfin, il faut agir, quoi. On va pas encore attendre le énième rapport et tout. Et ils disaient, on savait que ça allait arriver. Et voilà, c'est là. Et est-ce qu'il y aura un monde après? Vous savez, toute la question, c'était le monde d'avant et le monde d'après. Et ils posaient cette question pendant le premier confinement en 2020. Je suis toujours en rapport avec eux, parce que là, en ce moment, j'accompagne le film, ils viennent, etc. Ben, ils disent non, le monde d'après, il ressemble beaucoup au monde d'avant, pour l'instant. Il faut faire le constat. Hein, voilà. Et donc, ils sont toujours déprimés parce que voilà, ils ne sont pas entendus. Bruno David, c'est vrai qu'on a parlé du monde d'après quand on était tous confinés. On a eu le sentiment que après ce serait différent, que des politiques ou des décisions seraient prises, qu'il y aurait vraiment une transformation, qu'on ne serait plus dans la même société. Bon, le monde d'avant est revenu à grands pas. Quel est votre sentiment, vous, à la tête du muséum, avec les chercheurs, les scientifiques, tous ceux qui sont à vos côtés quand même? Parce que souvent on disait, les scientifiques dans leur tour d'ivoire, on sent qu'ils ne sont plus dans la tour d'ivoire, qu'ils commettent des appels, des tribunes, des rapports, et que malgré tout, ça peine. Alors, ça passe. Il y a quand même plus de conscientisation, comme on disait, ou comme d'information, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que
on peut dire qu'on est à l'aube de voir les chercheurs, les scientifiques agir autrement? Alors, il ne faut pas que les scientifiques, il faut qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils continuent de lancer des messages d'alerte les plus robustes possibles. Ils peuvent s'engager après comme citoyens, mais il faut faire attention non plus de ne pas utiliser la parole scientifique pour basculer dans une action où on risquerait de perdre cette crédibilité de la parole scientifique. Il y a un réglage à faire. C'est-à-dire qu'il y a une liberté d'opinion, une liberté académique, enfin, qui vont s'entremêler. Il faut faire un tout petit peu attention à ça, parce que, je vais prendre le Muséum, qui a une bonne réputation plutôt, et qui est plutôt écouté, qui est plutôt entendu. Il ne faut pas qu'on dépasse un certain seuil, c'est-à-dire que dans l'engagement politique, parce qu'on a envie d'y aller, mais il ne faut pas qu'on dépasse un certain seuil, sinon on perdrait cette légitimité. Vous ne pouvez pas appeler à boycotter tel ou tel produit parce qu'il y aurait de l'huile de palme dedans, quoi. Non. Voilà, on va pas jusque-là, mais on dit que l'huile de palme, c'est pas bien. Après, c'est aussi les choix de chacun. Mais non, mais on donne toutes les clés. On donne toutes les clés et on ne peut pas être prescripteur d'opinion. C'est ce que j'appelle être prescripteur d'opinion. C'est-à-dire qu'on est là pour éclairer les citoyens, leur expliquer la situation, leur dire voilà où on en est, voilà ce qui est en train de se passer. On vous donne les clés de compréhension. On n'est pas prescripteur de votre opinion. Vous avez le droit de conserver une opinion différente et de dire mais moi, après tout, ça m'est égal, hein. Moi, après moi, le déluge, hein, si la planète est détruite, c'est pas grave, ça ne m'intéresse pas. Mais on vous donne tous les moyens d'action, tous les moyens d'agir. Et après, nous, on peut aussi agir en tant que citoyen ordinaire. Mais on peut pas, moi, je ne peux pas engager l'établissement, le Muséum, en disant le Muséum dit qu'il ne faut plus qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, ou il faudrait que, etc. Donc c'est ça un petit peu la limite, parce que sinon, instantanément, on créerait une barrière, en quelque sorte, avec une partie de la société. Parce que là, vous êtes venu ce matin, mais vous n'êtes pas du tout représentatif de la société moyenne, pas même parisienne. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Hein. Oui. C'est-à-dire que 80% de nos concitoyens, l'environnement, ça ne les intéresse pas. Et ils ne sont pas prêts. Et dans les 20% qui restent, il y en a encore 15% qui disent oui, l'environnement, ça me préoccupe, mais je ne vais pas changer mes habitudes pour autant. Et on ne les change pas. Et donc, il n'y a plus que les 5% qui restent qui se disent l'environnement, c'est important et je vais quand même essayer de modifier mes habitudes, plus ou moins. Donc, il ne faut pas rêver hein, non plus, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans le monde d'avant aussi. Oui. Moi, j'ai été frappé à la sortie de la pandémie, très brièvement. J'ai écouté une émission de radio, je pense d'ailleurs, où j'entends quelqu'un qui est interviewé sur un trottoir, on était le 11 mai 2020, et le journaliste tend le micro et dit « Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Je vais m'acheter des chaussures. » Et là, moi, je me suis dit « Oula, ça fait 2 mois qu'on est enfermés chez nous, est-ce qu'on a vraiment usé nos chaussures ? Je ne suis pas sûr. » Et le premier geste, c'était un geste commercial. Alors peut-être que c'était sélectionné. Bon, voilà. Parce que ça vient aussi de nous, le monde d'avant et le monde d'après. Hein. Ah, mais oui. Et oui, il faut le rappeler. 4e question. Bonjour Gaëlle, je suis aussi étudiante en relations internationales à Paris 1. Je voulais vous demander, est-ce que vous auriez des exemples de sociétés sur lesquelles on peut s'inspirer pour que l'homme redonne à la nature une position première et réapprenne à coexister avec elle? Merci. Alors, moi j'ai fait un livre qui s'appelle Sacrée Croissance, donc, qui remettait en cause le modèle de la croissance économique, on en a parlé. Et je suis allée dans un petit pays qui m'a quand même beaucoup impressionné. Alors, je ne dis pas que c'est le paradis, mais ça m'a beaucoup impressionné par la réflexion qui est menée, ce que ça veut dire en termes d'organisation politique, j'ai vu sur le terrain, etc. C'est le Bhoutan, qui d'ailleurs a remplacé le produit intérieur brut par le bonheur national brut, qui inspire d'ailleurs toute une série de réflexions à l'ONU sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les indicateurs de richesse alternatifs qu'on pourrait développer pour sortir de l'obsession du toujours plus que symbolise finalement la croissance du PIB. Et alors, c'est vraiment... Enfin, moi, je voyage beaucoup et c'est un pays qui m'a vraiment totalement... J'étais complètement là-bas dépaysé. Et c'est vrai que de voir concrètement, quand tu changes le thermomètre, la manière dont tu mesures avec un autre outil, là-bas ils ont 9 indicateurs de richesse, dont le PIB, parce qu'on a toujours besoin de calculer le nombre de kilos de pommes de terre qu'on produit tous les ans. Mais il y a aussi un indicateur qui est la perception du temps. Et en fait, comment chaque citoyen, donc tu compares les citadins et les ruraux, ils n'ont pas la même perception du temps. Donc, il y en a 9 qui font le bonheur national brut. Et ça veut dire par exemple qu'ils sont orientés vers 100% agriculture biologique dans tout le pays.
Ils ont renvoyé tous les pesticides pour les faire détruire en Suisse, d'où ils venaient. Enfin, voilà. Ça veut dire que dans les écoles, on a tout repensé. 50% des enfants, dans les écoles, l'enseignement, c'est 50%. L'enseignement académique, habituel, mathématiques, etc. Et 50%, c'est ce qu'ils appellent l'apprentissage des life skills. Donc, on apprend à faire un jardin potager, on apprend à recycler. Enfin, tout ça, ça m'a beaucoup inspiré. Voilà. C'est le seul pays que je connaisse, enfin moi, personnellement, où il y a cette réflexion qui va très loin. Voilà. Moi, j'en ai un autre, c'est le Costa Rica, où je suis allée récemment pour un reportage à la recherche d'un oiseau assez extraordinaire qui s'appelle le quetzal. Et c'est un pays où la population augmente et la reforestation aussi. Il y a une vraie pensée et une vraie volonté politique. Il y a quelque chose de l'ordre de la coexistence, justement, d'une éducation des populations, parce que c'est fondamental. Vous parliez tout à l'heure, Bruno David, du fait que 5% de la population seulement était sensible à l'environnement, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre du message. Il me semble aussi que le fait que ce soit si désolant, que cela crée tant de chagrin et d'angoisse, que parfois il peut y avoir la tentation de la distraction, la tentation de se détourner et de continuer. Et en plus, comme nous sommes dans des sociétés très rapides, on est en train de courir sur un fil au-dessus du vide, et c'est parfois la seule façon que l'on a trouvé. Mais l'éducation au Costa Rica, l'espèce de cercle vertueux, la conscience de la richesse et ce que cela peut apporter à la population, aussi bien d'une façon économique, parce qu'il y a des écosystèmes extraordinaires, tout pays ne peut pas être comparable au Costa Rica, certes, mais il y a un bien-être de la population, un vrai impact sur la santé mentale, en fait, d'une population, également. Et alors, quelles sont les forêts qui vous ont inspiré? Parce qu'elles sont, comme je le disais, très présentes dans Éden. Vous êtes inspiré de quelle grande forêt? Je me suis inspirée principalement des forêts de Colombie-Britannique qui sont assez extraordinaires, mais ce qui m'intéressait, c'était le fait d'un endroit absolument sublime, avec des lacs somptueux, des forêts incroyables, avec une biodiversité remarquable, et également une violence qui est exercée. Je veux dire, la construction de gazoducs, l'exploitation des terres, les pollutions, les pressions sur les populations autochtones. Donc en fait, il y a en même temps quelque chose de l'ordre du sublime, presque du jardin original, du jardin originel, pardon, vraiment de quelque chose qui nous touche au plus profond, et en même temps ce système de prédation et de destruction, et qui amène à la désolation. L'extérieur et l'intérieur sont finalement le reflet l'un de l'autre. L'habitat est le reflet de l'âme. Toute la question, c'est vraiment la coexistence. Et je trouve que la forêt, c'est un très bel exemple. Comment est-ce qu'on coexiste avec une forêt? Si on laisse la forêt strictement primaire, il y aura des buissons partout, ça va être impénétrable. On ne va finalement pas pouvoir profiter, entre guillemets, de notre forêt. En Europe, on a l'habitude de gérer plutôt pas mal les forêts. Il faut aussi regarder ce qui est positif. C'est-à-dire qu'on va faire très peu de coupes à blanc, c'est-à-dire tout raser, on va regarder les arbres, on va les noter, on va dire on va abattre celui-là, là il y en a 3 qui poussent ensemble, on va en enlever 2 parce que sinon ils vont se gêner mutuellement. Enfin, on a une vraie gestion de l'espace forestier, alors qui est forcément anthropisé puisqu'on intervient à l'intérieur de cet espace. Mais ça permet de préserver des forêts qui fonctionnellement sont des vraies forêts quand même, fonctionnent bien comme des forêts. Colombie-Britannique, ils ont la chance d'avoir des forêts absolument somptueuses avec des arbres dont certains sont millénaires, et ils font des coupes à blanc. Ils font des coupes à blanc, c'est-à-dire qu'ils rasent tout à certains endroits. Et ça, moi, je trouve que c'est désolant, c'est totalement désolant, parce qu'ils partent d'un potentiel existant absolument remarquable, et ils le massacrent littéralement. Alors, ils préservent certains endroits, mais c'est pas pareil. Alors qu'ils pourraient très bien garder des endroits préservés puisqu'ils ont de la place, et puis d'un autre côté éviter ces coupes à blanc et avoir une gestion plus responsable de la forêt. Alors bien sûr c'est plus compliqué parce que si vous coupez un arbre sur 10, faut aller le chercher, il faut arriver à le tracter en dehors de la forêt, alors que si vous coupez tout, vous coupez tout et puis ça marche très bien, hein. C'est plus facile à exploiter. On rejoint des sujets qui sont des sujets économiques. Et ce n'est pas le même métier.
Et justement, les vrais gardes forestiers revendiquent leur métier et sont eux-mêmes en souffrance. Et en France, on a l'ONF, mais c'est valable pour les autres pays européens, on peut, mais même en dehors, en Suisse. Grande difficulté en ce moment. Beaucoup de forestiers, dont moi je rencontre partout, sont en train de réduire le personnel, de vouloir privatiser une partie de cette gestion publique et qui n'irait pas forcément dans le bon sens. C'est un sujet connexe, mais ça veut dire qu'on a un savoir-faire, on a un potentiel, on a l'habitude de gérer nos forêts. Et on sait les gérer. Ouais. Et il faut qu'on puisse continuer de le faire. Voilà, c'est ça. Il y a un bouquin extraordinaire, tu le connais, Laurent Tillon, sur les chênes. Je vous conseille vraiment, vraiment, je vous conseille de lire. Chez Actes Sud. On a publié chez Actes Sud de Laurent, toute la forêt Laurent Tillon. Ouais. Justement, ce que tu racontes. Hein. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers ça, c'est vraiment la coexistence. On a le droit d'exister aussi. C'est pas simplement, il faut arrêter aussi, mais ça a été très bien dit, il n'y a pas la nature d'un côté, l'homme de l'autre. Ça, on l'a longtemps pensé parce qu'il fallait lutter contre la nature. Mais se considérer toujours comme à part, en regardant la nature, en étant au chevet de la nature, en disant cette peau de nature, il faut que je m'en occupe quand même. C'est pas la bonne attitude non plus. Il faut qu'on se réancre en nature, il faut qu'on arrive à se réancrer, donc qu'on sorte du dualisme homme-nature et qu'on rentre dans un système de réflexion moniste où l'homme et la nature ne font qu'un. Alors avec un risque quand même, qui est que si on est complètement intégré dans la nature, ça veut dire que notre trajectoire évolutive, elle fait partie de tout ça, que le gros cerveau, qui est un des résultats de cette trajectoire évolutive, ça fait partie de tout ça, et que ce gros cerveau qui nous sert à faire n'importe quoi, y compris des bombes, des sous-marins, des centrales nucléaires et tout, ça fait partie du jeu, et que par conséquent, on ne peut pas reprocher au castor de faire des barrages, et dans ce cas-là, on ne peut pas reprocher à Homo sapiens de faire des bombes atomiques. C'est pareil. Sauf que ce gros cerveau nous sert aussi à avoir conscience de nos actes, donc on peut remettre une petite pincée de dualisme dans le système, et c'est-à-dire se re-responsabiliser et se responsabiliser par rapport à nos actes. Donc il faut éviter une tentation technophile où on serait en dehors de la nature, et on va gérer, on est en dehors, on gère. Il faut éviter une tentation où on sortirait tellement du dualisme qu'on se déresponsabiliserait. Donc il faut une troisième voie où on a un petit peu de dualisme dans un système où on est ancré en nature. C'est un équilibre sur un fil. Allez, dernière question peut-être, parce qu'il faudra qu'on donne la parole, bien sûr, à la salle, mais vous serez tout à fait à même, vous, panel étudiants qui avez travaillé sur cette rencontre, de réagir aussi dans la troisième partie. Bonjour, je suis Maud Evrard, je suis étudiante en droit à Paris 1, et j'avais une question qui s'adressait peut-être plus à vous, Monica Sabolo, puisque je me demandais si on pouvait penser légitimement que si la disparition de l'homme venait à se produire bientôt, est-ce que ce processus serait, comme souvent, une source de grandes inégalités entre les différents pays, les différentes catégories sociales, entre les différents genres aussi, qui ne seraient pas tous touchés simultanément ? Ah oui, bien sûr, il a été indiqué par les rapports du GIEC que les conséquences de la crise climatique impactaient les genres de façon différente et évidemment impactaient beaucoup plus les populations pauvres que les populations riches. 70% des personnes qui vivent avec moins de $1 sur la Terre sont des femmes, et les femmes détiennent 1% des ressources naturelles. Des ressources de la Terre. Donc déjà, c'est très clair. En plus, elles ont moins accès à l'adaptation et à la résilience, puisqu'elles ont moins accès à l'éducation, moins accès au financement, moins accès à la vie publique et politique. 70% des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en Afrique et en Asie sont des femmes. Les femmes ont 14 fois plus de chances de mourir dans une catastrophe naturelle que les hommes. Le tsunami d'Indonésie en 2005, qui a fait 230 000 victimes, 80% étaient des femmes. Donc, et pareil, on peut l'observer également après l'ouragan de Katrina en 2005, où on voit également une intersection des inégalités, puisque les plus frappés à court terme sur le moment, mais également sur le long terme, les laissés pour compte, étaient essentiellement des femmes, à 80%, des Noirs et des personnes âgées. Donc il y a vraiment une nécessité de cette expansion, cette espèce d'avidité de la mondialisation néolibérale conjointe à la crise climatique, crée des disparités, des gouffres qui vont amener également des crises sociales, le danger de conflits. Donc il y a vraiment une nécessité de absolument modifier et d'apprendre à coexister, mais à coexister d'une façon mondiale entre humains,
cesser d'être dans l'avidité du gain, c'est impossible. On ne peut plus, en fait, on ne peut même plus se le permettre. Et puis, en plus, cela crée le chagrin. Donc, et également de coexister avec le monde vivant. C'est le même mouvement. Oui, je peux ajouter quelque chose parce que les inégalités, ça fait partie de... C'est l'une des faces de toute cette grande crise systémique dans laquelle nous sommes. Les inégalités, elles ont explosé. Hein. D'ailleurs, pendant la pandémie, vous savez, les milliardaires ont multiplié leur patrimoine par 3. 28 milliardaires qui possèdent autant que 3,5 milliards d'habitants. Les fameux 1% qui possèdent la moitié du patrimoine mondial. Et il y a une étude que je cite dans mon livre, c'est un scientifique assez remarquable, très fort en maths et en physique, un espèce de génie qui a fait une étude dont on a beaucoup parlé en 2014, où il a repris ce qu'avait fait le Club de Rome, vous savez, en 1972. Halte à la croissance, donc à l'époque c'était les premiers ordinateurs, on fait rentrer des variables, vous savez, puis on fait mouliner tout ça, après on fait des scénarios, si on change telle variable, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient fait 12 scénarios, on est dans le pire scénario qu'ils avaient imaginé à l'époque. Lui, il a recommencé, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, les outils sont bien plus puissants. Et il a voulu comprendre quelles sont les raisons majeures qui ont conduit à la disparition de sociétés très avancées de leur temps. Voilà, les Mayas, les Assyriens, l'île de Pâques, y compris les Romains. Quels sont les facteurs communs? Et il a tout fait mouliner, il en a conclu qu'il y en avait 2 principaux. Un, c'est l'épuisement des ressources dont tout le monde dépend pour vivre, évidemment, et là on est en plein dedans, évidemment. Et 2, c'est l'inégale répartition des richesses. Et ce qui montre, parce que moi, ma question en tant que journaliste, réalisatrice, écrivaine, me dire comment je fais pour atteindre les 1%, pour leur dire attention, on est sur un Titanic. Et contrairement à ce que vous pensez peut-être, parce que vous êtes dans une conception très court-termiste, vous voyez, hors sol même, hein, vous ne voyez pas trop ce qui se passe, parce que vous vivez dans une bulle, y compris une bulle financière d'ailleurs, vous voyez, tout ça est lié. De leur dire attention, le Titanic, vous savez ce qui se passe avec le Titanic, il n'y aura pas des petites chaloupes, là, des petits bateaux dans lesquels vous montrez pour vous tirer et vous sauver votre peau. Parce que ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, ce chercheur américain, c'est que donc il a distingué 2 catégories humaines dans les sociétés, les élites, il appelle ça comme ça, et puis ce qu'il appelle les commoners, donc ce serait un peu les gens ordinaires. Et les commoners, les gens ordinaires, ce sont eux qui produisent la richesse, dont ils profitent très peu, hein, et les autres en profitent. Et bien en fait, ce qu'il a montré, c'est que les commoners, les gens ordinaires, ils sont les premiers à disparaître dans ces sociétés qui disparaissent totalement, parce que les Mayas, il en restait 0, hein, par exemple, et l'élite, elle suit derrière, parce qu'elle dépend des premiers. Donc elle peut être dans un bunker pendant 10 ou 20 ans avec ses réserves, là, mais de toute façon, c'est tout, elle va suivre, vous voyez. Donc n'oublions pas la question économique, sociale, parce que c'est lié, et n'oublions pas que ceux qui exercent la plus grande pression sur les écosystèmes sont les plus riches. Ah, non, mais c'était très intéressant. Je pense que maintenant, à vous de poser des questions. Le micro va circuler dans la salle. Vraiment, voilà, allez-y. Table ouverte. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Question pour Bruno David. Dirais-je, quand vous dites que les scientifiques doivent garder une certaine réserve par rapport à la parole portée, est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau des enseignements, il est temps de faire quelque chose quand on voit au niveau, par exemple, d'AgroParisTech ou de HEC, les oppositions au moment des remises de diplômes de certains élèves qui disent que la pédagogie et l'enseignement dispensé n'est pas en ligne avec nos sujets principaux. Et puis, à plus long terme, dans votre analyse 8 milliards 8000, est-ce que vous avez déjà imaginé à quoi ressembleront nos descendants? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Non, prédire l'avenir, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Alors, à moins de le prédire à long terme, parce que moi je peux prédire un avenir pendant 100 ans, je ne serai plus là, donc vous ne pourrez plus me critiquer pour me dire que je me suis trompé. Donc non, on ne sait pas à quoi ressembleront nos descendants. Ça dépend totalement, si on est 8000 survivants sur Terre, ça dépend totalement de qui sera embarqué dans la chaloupe de ces 8000, et donc quel morceau du patrimoine génétique de l'humanité sera embarqué là-dedans. Est-ce que ça sera divers? Est-ce que ça sera homogène? Donc on ne peut pas prédire. Et on ne sait pas comment ça pourra dériver compte tenu de ce que seront les environnements de ce moment-là. Pour l'enseignement, je pense que les
les réactions suscitées chez certains étudiants au moment des remises de diplôme, et puis il n'y a pas qu'à Agro-Paris-Tech, puisque ça a touché aussi, je pense, Polytechnique, enfin ça a touché plusieurs grandes écoles, plutôt les grandes écoles d'ailleurs, les universités. Centrale en 2018 déjà, Centrale Nantes. Voilà, donc ça doit faire amener à faire réfléchir, à ce que les enseignants réfléchissent finalement quel est le modèle, dans quel moule je suis. Sans doute que les enseignements sont restés sur des trajectoires un petit peu trop traditionnelles. Je vais vous donner une anecdote assez personnelle. Les universités sont réunies ensemble dans ce qu'ils appellent France Université aujourd'hui. Donc c'est l'ensemble des présidents d'universités qui se réunissent puis qui réfléchissent ensemble à des trajectoires pour les universités. Il se trouve que le muséum fait partie de cela. Et il se trouve qu'il y a quelques années, ils voulaient mettre en place des groupes de réflexion au sein de cet ensemble où il y a en gros, il y a une centaine d'universités en France. Donc vous imaginez, ça a un gros impact quand même. Donc des réflexions. Et ils avaient imaginé de faire un groupe de réflexion sur la physique, sur la chimie, sur les maths, sur la géologie, sur la biologie, etc. Les disciplines aussi, bien sûr, de SHS, sur la philo. Enfin, ils avaient des groupes de réflexion. Je me suis permis une intervention écrite en disant « Est-ce que vous pensez que c'est vraiment comme ça qu'on va avancer ?» On est face à un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes de santé, qui sont des problèmes d'énergie, qui sont des problèmes d'environnement, qui sont des problèmes extrêmement transversaux, et peut-être que ça serait mieux de faire des groupes transversaux. Donc on a une plateforme, un forum où on peut échanger, une sorte de mail si vous voulez, donc j'envoie un message, tenez-vous bien, mon message a été censuré. Alors je me suis un peu énervé, je connaissais un certain nombre de présidents, je leur ai dit écoutez, c'est quand même pas normal. Rien à faire, ça a été censuré. J'ai quitté la France Université en disant c'est pas la peine, on va pas avancer. Et voyez, je pense qu'on touche à ça. On a des grands problèmes qui sont des problèmes transversaux et on est toujours dans les tuyaux parce qu'on défend son précaré. Je suis prof de maths ou je suis prof de géol, il faut que j'ai mon enseignement de maths ou mon enseignement de géol. Il faut que ça change. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change, et il faut que ça change déjà relativement à la base. Alors, je ne dis pas à l'école primaire nécessairement, parce qu'à l'école primaire, il faut quand même qu'on apprenne à lire, à écrire, à compter, enfin à faire un certain nombre de choses qui sont des gestes basiques qui nous permettent ensuite d'aller plus loin. Il y a déjà des choses qui sont initiées en primaire, parce que justement, il y a une demande aussi. Et sinon, j'ai un autre dada qu'il faut qu'on apprenne à observer. On a perdu notre capacité d'observation. Et il faut vraiment qu'on arrive à savoir réobserver le monde qui nous entoure. Il faut sortir les écouteurs des oreilles et les écrans des yeux. Mais vraiment, y compris en ville. Mais renouer avec les classes vertes, parce qu'elles existaient fut un temps, elles n'existent plus ou quasiment plus aujourd'hui, ou avec difficulté. Et voilà, d'où certainement, on sent bien cette demande du primaire aux grandes écoles. Mais voilà, pour répondre aussi à votre question, des grandes écoles sensibilisées par leurs propres étudiants commence à mettre en place non plus des cours optionnels, mais des cours qui seraient dans les troncs communs. Mais c'est en cours, et comme disait Bruno David, il faut effectivement voir ce que cela va générer. Mais le muséum est en contact avec Sciences Po, par exemple. J'ai rencontré le directeur de Sciences Po récemment pour essayer de voir comment, dans les filières Sciences Po, on pouvait introduire de l'histoire naturelle. Et le pire danger, ça serait qu'ils le fassent eux-mêmes en vase clos. Parce que je crains que ça ne soit pas forcément la bonne solution. L'idée, c'est de se coupler, justement, pour donner un bon enseignement. Monica Sabolo, sur cette jeunesse, vous avez peut-être des choses à nous dire, parce que là, la question, elle partait aussi logiquement sur ce qu'on a vu ou entendu dans l'actualité par rapport à ces jeunes grands diplômés. La jeunesse, vous la faites vivre, justement, dans votre dernier roman. Elle est aux avant-postes. Oui, et elle porte également cette angoisse, ça serre le cœur. Je veux dire, c'est quand même un âge où tout doit être possible, où il y a une projection, et là, il y a une difficulté à imaginer un avenir, mais en même temps, il y a une énergie, une vitalité. Là, par exemple, ces étudiants qui se sont levés contre leurs propres enseignements, avec cette façon de se révolter et de se poster là en disant ça n'est plus possible, je trouve ça extrêmement touchant, extrêmement encourageant pour l'avenir. Mais comme toujours, la société et la jeunesse est beaucoup plus rapide que les institutions, mais beaucoup plus. Et il y a ce mouvement, cette force, et on voit que ça fait bouger les choses. Ça pas assez vite, mais ça a un impact, ça a un effort, et même ça a un effet, et même sur le moral, parce qu'on se sent moins seul.
mais une jeunesse qui appelle quand même les autres générations à les suivre, parce qu'eux-mêmes sont en éco-anxiété, en dépression, et c'est cette solidarité dont on a parlé lors de la rencontre qui est aussi un point central. Madame, vous avez une question? Oui, en même temps, c'est un commentaire qui relie tout ce que vous disiez et les questions. Il y a une écrivain japonaise qui est sur la liste des Nobel qui s'appelle Yoko Ogawa, qui a écrit il y a 25 ans un livre qui s'appelle Cristallisation secrète. Et elle m'a fait tellement réfléchir, c'est un livre orwellien où les choses disparaissent petit à petit. Donc les oiseaux, les fleurs, de plus en plus de choses, mais en même temps que les choses disparaissent, la mémoire disparaît, et donc la sensation, l'odeur, tout ce qui est lié à cette chose-là disparaît. Et donc, quand on parle de jeunesse, par exemple, tout de suite, je me suis dit, mais c'est vrai, combien de temps cela fait que j'ai pas vu un papillon, etc. Je suis sortie de chez moi pour écouter les oiseaux, et je me suis dit, mes enfants, à la limite, quand ils s'assoient sur le gazon, ils voient pas comme moi des sauterelles tout autour, comme moi quand vous parliez, vous disiez. Et c'est terrible parce que quand vous faites ces expositions par exemple sur l'océan, c'est énormément de choses. Bon, non seulement ça va être c'est notre mère nourricière, c'est tout, mais c'est des sons, la beauté, c'est l'émotion. Tout est tellement lié, et quand la mémoire disparaît, ce roman dont vous hochez la tête, vous l'avez donc oui, et petit à petit, donc c'est aussi la disparition de l'humain, parce que plus le roman devient orwellien, petit à petit, c'est aussi on perd l'humain aussi commence à perdre un bras, une main, et je me suis dit mais c'est vrai, j'arrive plus à écrire à force il faudrait que et on perd la mémoire, c'est vrai, à quoi me sert ce bras, et donc l'humain disparaît aussi comme ça au fur et à mesure qu'il oublie ce lien avec la nature, avec c'est extraordinaire. Donc c'est très important de garder les classes vertes, de garder l'émotion, que les parents continuent à les nourrir avec des aliments qui ont du goût, parce que c'est bien de leur dire il faut manger ceci, mais quelle différence, puisqu'on a toujours mangé. Voilà, on s'habitue tellement vite et on perd la mémoire. En rappelant qu'un habitant sur en rappelant qu'un habitant sur deux à l'échelle planétaire est un urbain. Donc c'est vrai que ce rapport au vivant, à la nature, il faut peut-être aussi le faire revenir en ville, mais ça c'est un autre débat. Monica Sabolo, est-ce que justement par rapport à ce rapport à la nature, vous voudriez bien nous confier ce qui s'est passé sous l'eau avec la petite pieuvre? On peut dire que pendant votre adolescence, vous aviez une fascination, vous rêviez de rencontrer une pieuvre, et puis un jour, voilà, elle était là. Mais surtout, ce qui m'avait frappé, c'est que dans la littérature, chez Victor Hugo par exemple, la pieuvre est terrifiante. La pieuvre est un monstre assoiffé de sang. Donc c'est le sauvage qui est envisagé comme dangereux, alors que finalement la pieuvre est un être extrêmement intelligent, joueur, fin, capable de choses absolument insensées, et elle n'est pas menacée, mais certaines espèces peut-être, mais elle est pêchée, voilà, c'est pas elle qui est dangereuse. Donc je rêvais de la rencontrer, mais en même temps j'avais un peu peur. Et un jour, c'était au large de Marseille, j'ai plongé et j'ai vu une toute petite pieuvre, mais vraiment de la taille d'un poing, c'était en fin de plongée au moment où j'allais sortir de l'eau. Elle était là, sur le tombant, sur le rocher, et elle s'est approchée, elle s'est mise sur ma poitrine comme un petit chat, et elle est restée là. Et je l'ai caressée, et elle déployait et on a eu ce moment magique que j'oublierai jamais. Et je pense qu'on est tous sensibles à cet émerveillement-là. Et en ce moment, je travaille à la ménagerie du Jardin des Plantes. Je suis sur un projet là-bas, et je vois, même si évidemment la ménagerie pose plein de questions sur le problème de la captivité, etc., et ça nous renvoie à notre propre enfermement, mais c'est la rencontre de l'altérité, du sauvage, et je vois des classes d'enfants qui n'ont jamais vu d'animaux sauvages, et je vois leur émerveillement, je le vois leur joie. Je veux dire, ils arrivent, ils sont hyper excités, ils se tapent les uns sur les autres, etc. Ils sont là, et tout à coup, il y a une espèce de silence et d'instant de grâce
face à... Et je trouve que c'est fondamental pour grandir, pour espérer, pour rêver, de pouvoir le vivre. Oui. J'avais vu une troisième main, oui, se lever. Monsieur. Oui, bonjour, Pascal Evra. J'ai une question sur le biomimétisme. Est-ce qu'il y a des espèces animales dont nous pourrions nous inspirer pour peut-être mieux gérer le système, qui elles-mêmes gèrent mieux le système que nous le faisons, et typiquement peut-être internalisent mieux leurs externalités. Et voilà, on fait beaucoup sur le biomimétisme aujourd'hui dans les sciences dures pour trouver, enfin dures, dans les techniques, pour trouver des solutions techniques. Est-ce que ça peut être extrapolé à cela? Oui, alors bien sûr, alors je préfère parler de bio-inspiration que de biomimétisme déjà, parce qu'on va plutôt s'inspirer qu'exactement être mimétique de ce qui se fait dans la nature. Ça touche avant tout, en effet, des technologies. Mais de plus en plus, il y a un autre champ qui n'est pas de la bio-inspiration, qui est quand même un peu différent, qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Où là, on va essayer de regarder comment fonctionnent certains écosystèmes et on va essayer, nous, de nous appuyer là-dessus sur des fonctionnements d'écosystèmes à partir des espèces qui sont dedans pour améliorer les choses et pour faire en sorte que ça fonctionne mieux en termes de filtration de l'eau, en termes de maintien de sol en bonne santé, dans tous ces compartiments-là. Donc je crois plus dans ces cas-là aux solutions fondées sur la nature qu'à la bio-inspiration elle-même, qui effectivement est plutôt sur le volet technologique, où on va chercher des inspirations sur comment on peut récupérer de l'eau, comment on peut aller plus vite avec un TGV, on va chercher des choses comme ça. Mais les solutions fondées sur la nature sont en pleine émergence, et je trouve que là, on a une vraie voie de progression. Parce que ce n'est pas à une espèce qu'on va chercher, on va vraiment s'inspirer d'un fonctionnement intégré d'écosystèmes et d'essayer de voir comment nous, on pourrait vraiment s'en inspirer pour améliorer la façon dont on se comporte. Et dans le domaine agricole, par exemple, on a des marges de progrès, mais alors monstrueuses. On ne va pas réouvrir le débat sur l'agriculture, parce que sinon on est parti pour une journée complète. Hein. Ouais, c'est un sujet, mais on a vraiment d'énormes marges de progrès dans ce domaine. Et puis merci pour la ménagerie, parce que bon, c'est toujours très déstabilisant, même y compris pour moi, parce que moi je suis comme vous. Et quand on voit des animaux en captivité, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui peuvent se payer des safaris au Kenya, puis il y a des personnes qui ne peuvent pas. Et celles qui ne peuvent pas, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, celles qui ne peuvent pas sont bien plus nombreuses que les autres, y compris notamment des enfants. Et les zoos comme la ménagerie ou le parc zoologique de Paris, des zoos de Vincennes, dont le muséum est également en charge, ce sont des moyens de faire connaître cette biodiversité. Et la ménagerie évolue beaucoup. Hein. Il y a à peu près 3 fois moins d'animaux dans la ménagerie qu'il y en avait il y a 20 ans. Hein. Les grandes espèces partent, mais on ne peut pas relibérer des espèces directement. Il faut qu'on trouve d'autres parcs en Europe pour faire des échanges, pour faire des choses comme ça. Donc on réduit la taille des animaux, on fusionne des enclos et on diminue assez considérablement le nombre d'individus qui sont présents, tout en gardant quand même cette joie de pouvoir rencontrer, finalement, ce bonheur de pouvoir rencontrer, d'être en contact avec des espèces sauvages. C'est plus difficile dans la ménagerie où les enclos sont petits. Elle date de 1794, la ménagerie, même si elle a beaucoup changé. Qu'au parc zoologique de Paris, à Vincennes, où là, on a des enclos qui sont immenses et c'est plus simple. Je crois que nous sommes au terme de cette rencontre. Je me tourne vers nos 5 étudiants qui ont beaucoup travaillé. Hein. Gaël, Thomas, Maud, Yaroslava, Damien. Sauf si vous avez... Ah, il y a une question là-bas. Alors, une dernière question. Et du coup, j'en profite pour vous remercier tous les 5. Voilà. Bonjour, je m'appelle Estelle Cala, je suis étudiante en école de commerce. Ma question s'adresse plutôt à Monsieur David, mais il serait intéressant d'avoir votre avis à tous. Au vu de vos connaissances sur la biodiversité et de la vitesse à laquelle sa dernière se dégrade, comment vous imaginez l'homme et nos sociétés dans les 50-60 ans à venir, au-delà de la disparition de l'homme dans les centaines d'années à venir? Est-ce que vous pensez que cette dégradation va lourdement impacter nos sociétés simplement dans les 50-60 ans à venir? Merci. Oui, c'est sûr. Alors, on écrit aussi des manifestes au muséum, qui sont des petits livres un petit peu sérieux, et on écrit ces manifestes, c'est-à-dire je réunis une douzaine de personnes de différentes disciplines. Il peut y avoir des philosophes, des démographes, des sociologues, des naturalistes, donc des climatologues, enfin toutes sortes de gens. Et ils produisent un petit texte sur une question de société. Il y a 2 ans, on en a produit un qui s'appelle « Face aux limites »,
qui traite justement de la question des limites. Comment est-ce qu'on se comporte par rapport aux limites? Et on essaye d'expliquer vers quoi on pourrait aller s'il y avait des déstabilisations importantes. Il ne faut pas imaginer que la planète entière va s'effondrer d'un coup. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer par endroits, bloc par bloc, ça va impacter différents endroits à différents moments, jusqu'à ce que ça dépasse un certain seuil et que l'ensemble se grippe et nos sociétés seront déstabilisées. Et ça peut arriver dans pas tant d'années que ça, malheureusement. Alors je vois que vous êtes jeune et moi j'y échapperai peut-être. Vous, ça sera plus dur, sauf si vous mouriez jeune, ce que je ne vous le souhaite pas. Mais c'est toujours une hypothèse. Moi je suis très rationnel. Vous savez, je suis scientifique. Je fais hypothèse A, hypothèse 1, hypothèse 2. Donc voilà. Non, ça risque d'arriver assez vite. Si on pense simplement au changement climatique, projetons-nous sur un changement climatique qui s'emballerait. Imaginons une seconde que le climat change à tel point que le Sahara touche la mer Méditerranée côté Afrique. 300 millions de personnes qui se déplacent. C'est déstabilisant. Pas de jugement de valeur. Je n'ai aucun jugement de valeur là-dessus. Mais évidemment, ces personnes ne vont pas rester sur place, ce qui est normal. Donc elles vont se déplacer. Où est-ce qu'elles vont aller? Alors on a de la chance, je vais terminer par une note très optimiste, on a une chance folle, c'est quand on regarde la géographie actuelle des continents sur Terre, on a énormément de continents qui sont très nordiques, avec la Sibérie, le Canada, donc il faut tous qu'on aille en Sibérie et au Canada. La Sibérie en ce moment, c'est moyen. Le problème c'est que le changement d'environnement dans ces endroits-là sera plus lent peut-être que ce dont on pourrait avoir besoin. Mais il pourrait quand même y avoir de la place pour l'humanité très très au nord, en imaginant évidemment à ce moment-là toutes les déstabilisations que ça entraînerait et les conflits que ça entraînerait. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci Marie-Monique Robin, Monica Sabolo, Bruno David. Merci à vous d'être venus.